qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. L'Afrique, un continent aux mille et une énigmes. C'est la caricature qui me plaît aujourd'hui d'utiliser pour illustrer le sujet qu'on va aborder ce soir. Et tout comme vous, il n'est pas rare de croiser dans nos capitales africaines des véhicules 4x4 rutilants sur lesquels est souvent marqué IDE. Après nos recherches, on a fini par comprendre que ça voudra dire investissement direct étranger. Et aujourd'hui, nous recevons M. Larrey qui va nous éclairer un peu, ou du moins qui va nous apporter quand même à la lumière de la démocratie économique ce que les IDE ont apporté à l'Afrique depuis les années 2000 à nos jours. M. Larrey, bonjour. Bonjour, M. Boris. La première question pour vous, c'est quoi les IDE? Merci beaucoup. Comme l'intitulé le dit, investissement direct étranger, c'est donc des fonds que les étrangers hors continent viennent investir sur le continent africain. Si nous prenons le cas de l'Afrique, ou si on prend un pays comme le Bénin ou le Togo, les investissements venus hors du Togo, hors du Bénin, mais la plupart du temps de l'Occident, et investis dans un secteur donné. Et en terre à terre, on peut comprendre que les IDE se rapportent à cette pratique-là. Donc c'est pour dire que les nationaux n'ont pas assez de moyens pour investir dans le développement, dans l'économie, et qu'il faut attendre des étrangers des moyens financiers pour pouvoir investir dans l'économie, donc en vue de la développer. Mais force est de constater, comme vous l'avez si bien dit, depuis les années 80, on a parlé des zones franches industrielles, et aujourd'hui, on a semblé oublier cette terminologie et on a bien trouvé maintenant de parler des IDE. Mais au fond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ouvre nos territoires aux investisseurs étrangers, non, qui viennent parce qu'ils ont les moyens financiers et qu'ils ont peut-être la technologie, ils veulent produire. Et donc, on crée des conditions favorables à leur installation pour produire des choses qui sont destinées à l'exportation. Et c'est ça, ça constitue en fait un problème. Est-ce à dire que les Africains eux-mêmes aujourd'hui ne sont pas suffisamment, je dirais, riches ou organisés pour investir en Afrique, ou sous la coupole de la dénomination IDE, les Africains aussi vont investir dans d'autres pays? Oui, ça devait être normal comme ça. C'est-à-dire que les Africains peuvent aussi aller ailleurs investir. Voilà. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. L'Africain, même sur son territoire, investit le moins. Peut-être le domaine de prédilection, peut-être c'est l'immobilier. Encore qu'aujourd'hui, oui, dans plusieurs capitales africaines, je prends Nairobi, je prends Abidjan, je prends le Rwanda. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'étrangers qui construisent, en tout cas qui investissent dans l'immobilier et relouent aux nationaux. Est-ce à dire que les IDE, en réalité, sont un leurre pour l'Afrique, qui font en sorte que tout ce que nous produisons sont, je vais dire, voués à l'exportation et que le bénéfice ou les bénéfices ne reviennent pas sur le continent? Oui, évidemment, c'est une illusion, je dirais fatale, parce que si un investisseur vient mettre son argent dans un domaine de production donné, dont les fruits sont destinés à l'extérieur, parce qu'on parle de 80%, peut-être qu'il n'est autorisé qu'à vendre 20% de la production sur le territoire qu'il a accueilli. Donc, et le produit fini, qui est la richesse réelle, et le signe qui l'accompagne, l'argent, repart. Donc, qu'est-ce que le territoire qu'il a accueilli a comme profit? Nos gouvernants parlent d'emplois. Ça offre des emplois aux nationaux, mais quelle est la qualité de ces emplois? Quelles sont les rémunérations? Parce que pour attirer ces fameuses IDE, il faut vraiment créer des conditions alléchantes qui vont jusqu'à détruire
la capacité pour les employeurs d'avoir des bons salaires. Donc, on crée des conditions de telle sorte que les gens soient attirés. Donc, il ne faut pas exiger de gros salaires, il faut même des exonérations de taxes, il faut tout un moyen, toute une panoplie de moyens. Aujourd'hui, ces facilités ne sont pas accordées aux entrepreneurs ou aux investisseurs locaux parce que la plupart du temps, en matière d'IDE, c'est-à-dire parfois même ces industries sont exonérées à, je dirais, près de 99% d'impôts et pour en retour repartir avec quand même un produit fini qui nous spolie. Véritablement. Et il n'est pas rare aussi que nos États, dans les journaux télévisés du 20h, se ragaillardisent en disant nous avons des étrangers, nous avons des investisseurs qui viennent, qui vont injecter beaucoup d'argent dans le pays, mais les populations qui finissent par trouver des emplois dans ces industries, c'est des emplois précaires et beaucoup de lois aujourd'hui sont en train d'être, je dirais, promulguées au niveau des assemblées pour faciliter la précarité de l'emploi des jeunes Africains. Comment vous trouvez un tel état de choses? Oui, tout est savamment organisé pour que ce que nous déplorons soit ainsi. C'est-à-dire, on utilise les Africains contre les Africains. On utilise nos gouvernants contre le peuple ou les peuples qui sont appelés à gouverner, à administrer, à servir. Parce que voilà, on ne crée rien en faveur du peuple, mais on crée des situations pour favoriser les étrangers qui viennent. On n'a rien contre les étrangers, mais je ne peux pas sacrifier mes nationaux au profit des étrangers. La charte n'a pas demandé ça. Et encore moins la science, mais ce que nos gouvernants font. Donc, vous l'avez si bien dit, dans les industries, dans les zones franches, vous voyez le salaire qu'on fait, c'est les salaires de misère. Et des gens qui travaillent dans des conditions, les conditions de travail même posent un certain nombre de problèmes. Ils sont sous véritablement l'effet de la radioactivité parce que certains emplois devaient être assurés même par des robots. Mais puisqu'on veut de l'emploi, on dit qu'il faut garantir des emplois aux jeunes, on permet que ce soit les hommes qui soient exposés à cette radioactivité-là. Donc, à long terme, ils vont développer des cancers. Mais voilà, on dit qu'on crée des emplois en facilitant l'arrivée ou bien en attirant les investisseurs. Mais au finish, qui profite? C'est les gouvernants et surtout ces fameux investisseurs. Donc, les nationaux n'en profitent pas. Et puis, vous l'avez si bien dit aussi, il y a une certaine pollution qui se fait. Parce que pourquoi les gens viennent chez nous pour produire? Pourquoi on doit attirer les investisseurs? Ils habitent aussi la Terre, ils n'habitent pas la planète Mars. On va dire que voilà, sur Mars, ce n'est pas possible de produire. Mais ils habitent la planète Terre. Pourquoi ils chez eux pour venir investir en Afrique? Et que plus de 80% des produits doivent repartir ou doivent être exportés. Pourquoi? Donc, parce qu'on vient profiter d'une main-d'œuvre gratuite, je dirais. Peut-être la matière première aussi, dans les conditions peut-être pas transparentes, ils ont aussi accès à tout ça là, des conditions qui les facilitent. Déshumanisant, un peu comme aujourd'hui l'industrie du textile voilà. En Asie, en Inde ou en Chine. Voilà. Donc si c'était dans leur propre pays, ils n'auront pas ces conditions-là. Donc tout ça, c'est pour faire des bénéfices au dos, ou bien sur l'autel donc des intérêts des nationaux. Et là, il faut qu'on dénonce ces pratiques-là. Parce que ce n'est pas vraiment le chemin vers le développement. On ne peut pas se développer en comptant sur les IDE. Ils sont des hommes d'affaires, viennent faire le business, ne viennent pas faire de la charité. Le développement doit être conçu, suivi. On ne peut pas concevoir son développement en comptant sur l'étranger, en comptant sur les autres. Alors que voilà, eux aussi, ils viennent des pays qui ont des problèmes de chômage. À la lumière, ils préfèrent venir investir chez nous. À la lumière de la démocratie économique, comment aurait été cette Afrique-là avec ou sans les IDE? Derrière les IDE, c'est voir l'argent, puisque investissement direct étranger, qui n'est pas d'investissement, pas de l'argent. Parce que la technologie même, il n'y a pas ce qu'on appelle le transfert de technologie. Même sur ce terme, moi, je ne l'aime pas aussi, parce qu'on ne transfère pas la technologie. Si je vous transfère, ça veut dire que moi, je me dépossède de ce que j'ai, je vous envoie, ce que je n'accepterai pas. Donc, le mot transfert même est un élément qui bloque les Africains d'accéder à la technologie. Donc, les IDE ne nous apportent pas le transfert ou bien la technologie, ne permettent pas d'acquérir la technologie pour produire
Et dans ces conditions, je ne vois pas quel est notre profit finalement. C'est comme voilà, quelqu'un qui loue sa maison, qui baille sa maison à une autre personne qui vient produire chez lui. Il pourra mettre le produit qu'il a fabriqué chez tel monsieur, mais le produit n'appartient pas au monsieur dans la maison ou bien le local a servi à produire. C'est un peu ça. On peut dire made in Bénin, made in Togo, mais est-ce que c'est un capital béninois? Est-ce que la technologie là, elle est issue d'un Béninois? Est-ce que les associés, donc c'est des étrangers qui viennent se servir de nos territoires, polluer tout, profiter de tout et partir. Donc sous le régime de la démocratie économique, on n'aura pas ceci parce que la question d'argent étant réglée, l'État qui peut-être voudra profiter un peu des tasses de ces idées-là, il ne va plus compter puisque l'État ne compte plus sur les tasses. L'État ne comptant pas sur les tasses, le problème d'emploi étant réglé, on ne peut plus sacrifier les nationaux sur l'autel peut-être des tasses ou des rares tasses, on va prendre et tout et tout. Donc, véritablement, on n'aura pas besoin des idées sous le régime de la démocratie économique. Et étant donné que l'État ne voudra plus ou ne pourra plus vivre, n'aura plus forcément besoin des tasses pour vivre, n'aura plus besoin de courir derrière les rares emplois qui sont des emplois de misère. Mais cet État-là pourra donc organiser de telle sorte que la production nationale soit faite sur le territoire par les nationaux. Et là, ça serait un développement endogène, je dirais même auto-centré, c'est-à-dire un développement fait par les citoyens eux-mêmes, en fonction de leurs besoins. On ne produit pas pour exporter, mais on produit d'abord pour nous-mêmes. On exportera le surplus de la production pour prendre ce qu'on ne peut pas produire chez nous, parce qu'il n'y a pas la matière première. Et là, fondamentalement, ça va faire du bien à l'environnement. Parce que ce qui se passe, on va voir que voilà, des bateaux qui viennent prendre les matières premières chez nous, ils envoient peut-être en Occident pour être transformés, on nous envoie le produit fini. Ou même le produit peut-être qui est transformé sur place, puisé peut-être sur place, transformé sur place, mais qu'on est obligé d'exporter, d'envoyer ça par bateau dans d'autres pays ou bien sur d'autres continents, alors que voilà, chacun pourrait produire chez lui. Et donc, si chacun produit chez lui ce dont il a besoin, fondamentalement, on va essayer donc de limiter la pollution, parce que les moyens de déplacement qui polluent le plus, c'est l'avion, c'est le bateau. Or, limiter les déplacements des bateaux ferait du bien à l'environnement, à l'écologie. Donc, sous le régime de la démocratie économique, fondamentalement, l'économie étant orientée vers les besoins nationaux, faite par les besoins par les citoyens, donc la population locale, les idées n'auront pas leur place. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire des affaires, mais les businessmen, je dirais, les hommes d'affaires locaux seront promus. Parce que chacun doit produire ce qui est physiquement possible, on doit pouvoir le faire sur place. Si le Bénin peut produire, faire des avions, si physiquement c'est possible, on fait des avions ici, on peut faire des voitures ici. Mais actuellement, nous sommes dans un système où, voilà, on ne voudrait même pas qu'on ait la technologie. Parce que si, par exemple, l'Afrique a la technologie, toutes les voitures qui circulent ne vont plus venir d'ailleurs. On doit le faire sur place. Donc, on fait tout pour nous empêcher d'avoir la technologie. Mais là, nous ne blâmons pas ceux qui nous empêchent d'avoir la technologie, mais nous blâmons le système qui les oblige. Parce que, voilà, ils doivent coûte que coûte maintenir des emplois chez eux. Et si, par exemple, ils doivent produire pour qu'on ait des moyens roulants, qu'on ait de la biomasse, qu'on ait l'alimentation, donc ils vont préférer maintenir les usines là chez eux, au lieu donc peut-être de les envoyer ici. Même si on les envoie ici, parce qu'au Maroc, quand je parle le Maroc, un peu l'Afrique du Sud, les idées sont allées jusqu'à dans l'aéronautique, dans l'auto, mais au fond, ça ne profite toujours pas. Parce que là, le transfert, bon, même si je n'aime pas le terme... Aujourd'hui, on va peut-être appeler les États africains à se référer au modèle russe et chinois aujourd'hui qui, malgré le blocus ou l'embargo sur tout ce qui est aéronautique et tout, aujourd'hui ont leurs propres avions, leurs propres Boeing qui aujourd'hui circulent dans les airs. Il reste à ce que l'Europe leur accorde l'accès à leur espace aérien
Mais politique aidant, ce n'est toujours pas le cas. Monsieur Larrey, merci d'avoir partagé ces instants avec nous. On a compris quand même que la démocratie économique est peut-être une alternative pour une Afrique meilleure. Nous allons vous inviter à nous rejoindre sur les prochaines émissions de Pour un monde meilleur pour que nous puissions revisiter, revoir et explorer les possibilités véritablement d'avoir un monde meilleur. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro.